J'ai décidé de reprendre ma liberté pour investir et racheter une entreprise. C'est toujours des rencontres humaines avec d'autres dirigeants, avec un territoire, avec des opportunités pour répondre à quelque chose qui met la chair de poule. Plusieurs amis m'ont parlé d'une belle endormie à SR Roman qui existait depuis plus de 20 ans. Toutes ces contraintes, on a réussi avec l'équipe à les transformer en magnifiques aventures. Ça dépasse même les objectifs qu'on s'était fixés. Parce qu'à plusieurs, on va effectivement plus loin. Est-ce qu'on ne revient pas au bon sens? Le bon sens paysan. 90% de nos recettes du territoire du Chablais qui ont disparu. Pourquoi? On a les étoiles dans nos yeux, mais on n'a pas du tout la prétention de quoi que ce soit. On n'est que dans la simplicité, l'authenticité. Attention, hein. Parce que là, si tu veux, tu vas quand même te confronter à la maman de Vincent qui fait également ses propres rillettes. Ah. Donc, des rillettes véganes, par contre. Donc, et elle aide sur du développement de recettes ou pas? Écoute, eh ben, on échange les coordonnées tout à l'heure. Exactement. Allez, on va y aller. Il est des parcours qu'on veut durables. Il est des gens qu'on croise au hasard de sa vie et qui vous font avancer. On entend beaucoup parler d'entrepreneuriat, de valeurs, de quête de sens. Mais souvent, il faut bien se le dire, tout ceci sonne creux. Aujourd'hui, nous allons parler de nouvelle économie, de développement durable, de terroir et de circuits courts. Mais je vous rassure, pas de grandes idées, du vrai, rien que du vrai, no bullshit. Comment devient-on fabricant de conserve? Comment devient-on chef d'entreprise? Comment peut-on grandir sans détruire? Pour nous parler de tout ça, je reçois aujourd'hui Philippe Monet, pas le navigateur. Hein. Non, Philippe Monet, l'entrepreneur responsable, véritable couteau suisse. Il peut passer du développement commercial aux livraisons et à la production en un éclair. Bonjour Philippe. Bonjour Michel. Quel portrait. Ben dis donc, c'est flatteur, ça met la barre très haut. Ah oui, alors là, pour ceux qui ont l'image, hein, je vous rappelle qu'on a une chaîne YouTube, vous pouvez aller voir, ça c'est les rillettes pur porc au cèpe. Tout à fait. De ton entreprise actuelle. C'est ça, des délices d'alpage. Des délices d'alpage. Mais Philippe Monet, d'où viens-tu? Alors, je suis originaire de Marigné. Donc dans la vallée de l'Arve. Hein. Ouais. La riante vallée de l'Arve. Exactement. On peut le dire. Entre Marigné et Aïs, dans les vignes du feu, sur ce célèbre Aïs, ce petit vin pétillant. Très joli le petit secteur. Là, exactement. Avec les petites vignes, tout ça, c'est joli ça. Voilà, amoureux de la Haute-Savoie et du territoire, amoureux des habitants de la Haute-Savoie, des montagnes. Et voilà, et j'ai souhaité, effectivement, et j'ai racheté les délices d'alpage il y a 3 ans et demi, bientôt 4 ans, au mois de juin, dans le cadre de ma crise de la 45e. Ouais, hein. mais avant 45 ans, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Petit parcours dans le sport, dans le basket. C'est vrai que je suis passé par Thonon au niveau de l'équipe, voilà. Ah oui, tu as fait du basket à Thonon. Ouais, c'était là, ouais, tout à fait, pendant 2 ans. Et puis ensuite, parcours associatif dans le sport. Je suis parti à l'étranger chez Nestlé, faire mon service militaire, ce qu'on appelait le CSNE à l'époque. On était envoyé dans une entreprise à l'étranger pour favoriser. Voilà, j'ai été basé à Londres, chez Perrier Vittel, qui venait de se faire acheter par Nestlé Waters. Donc quelques années à l'étranger pour découvrir d'autres cultures, voilà. Avec les montagnes de Haute-Savoie toujours dans ma chambre, voilà. Et puis un expatrié contraint. Voilà. J'ai un peu l'impression. Hein. Un expatrié qui, avec un pied bien enraciné en Haute-Savoie, est fier et voilà, et qui savait qu'il reviendrait dans ces montagnes. Mais t'es quand même allé découvrir le monde. Et qui avait besoin, voilà, de parcourir un peu le monde. Et qu'est-ce que tu faisais chez Danone Waters? J'étais responsable marketing Waters, sur la marque Valver, l'ourson à l'époque, l'eau minérale, qui dévalait la montagne. Chez Perrier Vittel. Pas très très bon comme eau, ça. C'était une eau pétillante, qui était... Non, je taquine. Tu connais mon amour pour Badois, clairement. Pour Evian, voilà. Donc, Également. Et du coup, parcours marketing, commercial, sur de la reprise un petit peu de marché. Tu as fait une école de commerce aussi. J'ai fait une école de commerce à Aix-en-Provence, qui était un peu les premiers MBA, qui alliaient sport,
engagement associatif et puis cours. Ah oui, donc le basket, c'était important. Ouais, le basket était important et prenait une place relativement importante. Et ça me permettait de continuer en allant à l'étranger, en jouant un sport, en se formant et en travaillant. D'où ta faculté de prendre la balle au bon. Pardon. Ah, écoute, Michel, bravo. Pardon. Non, mais on a reçu des volleyeurs, on a reçu le premier basketteur. Balle au bon et de rebond. Et de rebond. Hein, et de rebond, voilà, non subi, mais voilà, avec beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, avec des périmètres d'action extrêmement riches par la culture, par l'approche. Et puis après, ce parcours. Et pardon, mais à Londres, tu restes longtemps Non, je reste 2 ans et demi. Ah oui, quand même. Oui. Après, je reviens sur le siège à Paris, rue de Courcelles, en tant que chef de produit, justement, sur la marque Valverde, par le biais de Nestlé Waters. Et puis, une opportunité après de créer une maison de l'emploi et de l'économie à Bonneville, avec notre ancien député maire de l'époque, dans le cadre du plan de cohésion sociale, Jean-Louis Borloo. Et, voilà, moi, je venais de revenir pour lancer cette action-là. Donc un parcours un peu à cheval entre l'économie avec les groupements. L'économie, voilà. Dans lequel je venais, mais en découvrant la partie territoriale, la partie publique également, un peu politique, de façon à pouvoir avoir un outil local comme vous avez, et quel bel outil d'ailleurs sur le Chablais, voilà, avec toute son équipe. Avec l'agence économique du Chablais, c'est de ça dont tu parles. Parce que tu t'arrêtes en route là. Donc. Oui, mais voilà, avec l'agence éco du Chablais qui d'ailleurs, depuis le rachat des alpages, nous accompagne au quotidien avec toute l'équipe, ou la plateforme d'initiative. Donc voilà. C'est gentil. La même chose, voilà, mais qui était naissant sur la partie fossile. Et cette association à Bonneville, elle existe toujours ou... Oui, c'est anciennement la maison de l'emploi de Bonneville, et qui s'appelle maintenant Faucigny Mont-Blanc Emploi, et qui héberge un certain nombre d'acteurs économiques. Voilà. D'accord, mais c'est une association de retour à l'emploi, de développement économique plutôt ? De retour à l'emploi, de développement économique, qui accueille un club d'entreprise, la plateforme d'initiative du Faucigny Mont-Blanc. Qui est gérée là-bas aussi. Qui est gérée là-bas, voilà, qui a des similitudes sur ce qui se passe ici. Voilà, et puis ensuite, voilà, après avoir travaillé sur le montage de ce projet, un petit parcours en mission locale. J'avais envie d'aller voir un petit peu par opportunité la mission locale Faucigny, et puis sur quelques années, et puis ensuite j'ai repris un chantier d'insertion qui s'appelle toujours d'ailleurs Alvéole. D'accord. Structure d'insertion par l'activité économique. Ouais. Et dans les années 2008, pile poil, lorsqu'on a connu cette crise qui a impacté tous les industriels et tout le territoire. Qui était une crise mondiale, de toute façon. Clairement. Ça a impacté tout le monde. Clairement. Et avec l'objectif de changer un peu cette image un peu sociale. Double peine quand on est dans des parcours d'insertion, alors que souvent on avait des artisans, des personnes qui avaient eu un problème de santé, un problème de parcours. Problème de parcours. Et donc de remettre de la dignité tout en étant employeur. Donc c'était une belle structure qui employait une centaine de personnes et qui est devenue un pôle bois, de façon à pouvoir travailler des supports sur les espaces verts, sur la rénovation énergétique en 2008, qui était moins d'actualité. Pourtant, elle aurait dû. Et oui, c'est clair. Mais du coup, voilà. En tout cas, les premières graines se semaient là. Donc là, il y a vraiment déjà dans ce parcours, alors tu nous le résumes, c'est ton côté extrêmement... avec de grandes capacités de résumer. Je suis désolé. Non, pas du tout. Ne sois pas désolé. Mais on voit déjà bien, Philippe, qu'il y a vraiment deux aspects tout au long de ce parcours. Il y a l'aspect économie, on l'a dit, traditionnel, pur et dur. Et il y a aussi, et c'est ce que je disais dans mon petit portrait, ce côté tourné vers l'autre, vers la main tendue, quoi, en gros. Oui. Alors, la main tendue, ou en étant solide dans la cordée pour... un maillon, un écosystème autour de soi, et pour les autres, mais aussi pour soi, qui agit en venant de tous bords, que ce soit acteur économique, centre de recherche, voilà. Donc là, tu es sur Alvéole, vous devenez spécialiste du bois. Ouais, bois, rénovation énergétique, voilà. Et puis, à travers les partenariats justement avec les universités, avec les acteurs économiques, la création d'un club d'entreprise également, on a commencé à étoffer un réseau de 100-150 acteurs. De la vallée de l'Arve. Non, départemental. Ah, même plus, ouais. Ouais, on était vraiment sur une forme d'économie responsable
sans rentrer dans les clichés de se dire on est soit dans la catégorie de l'action sociale, de la nouvelle économie, dans l'économie réelle, où il faut un modèle économique, mais il faut aussi respecter les personnes avec lesquelles on travaille, clients, fournisseurs, salariés, et avancer ensemble, co-construire une démarche, voilà. Et que cette démarche, du coup, nous a... Des choses concrètes. Très concrète. Très concrète. Ça nous a permis de monter jusqu'à 150 postes de travail, création d'emplois sur le territoire en période de crise. Ça nous a permis de travailler sur 5-6 filières émergentes, très concrètement, en envoyant des personnes travailler sur de la rénovation énergétique des bâtiments dans des bailleurs sociaux, plutôt que d'aller faire les peintures des caves qui brûlaient régulièrement, mais de valoriser des parcours, de qualifier et d'employer. Et lorsque les personnes étaient effectivement regonflées, clairement, elles retrouvaient un emploi où elles créaient leur propre emploi. Et après, en plus, la crise était passée, donc l'économie repartait. Formidable. Et appel, voilà. Et très clairement, on a très rapidement vu qu'on devenait une sorte un peu d'incubateur économique par ces activités-là. Le fait de prendre des artisans, des personnes qui avaient créé du réseau. On a créé un incubateur d'innovation sociale qui s'appelle IDCube. On a créé Innoval, voilà. Et cette dynamique a créé une autre structure qui s'appelle Innoval et voilà, qui du coup est devenu un pôle départemental. Enfin, juste d'un mot, qu'est-ce que c'est un incubateur ? Un incubateur, c'est de pouvoir collecter des idées, qu'elles soient individuelles sur des porteurs de projets, sur des collectifs, sur une entreprise ou plusieurs entreprises, et de générer de l'activité économique en structurant, en incubant cette idée, en étant facilitateur sur les financements, la mise en réseau, et de générer de l'activité derrière. Voilà. Créer de l'emploi. Quoi. Et de l'emploi derrière. Voilà, mais au départ, on part d'une idée. Quoi. On part d'une idée, on part d'un collectif, on part d'un besoin non couvert. Si on ne s'en occupe pas, meurt. Exactement. Exactement. C'est comme le vélo. Quand tu arrêtes de pédaler, tu tombes. C'est ça. C'est exactement ça. D'accord, donc tu es quand même à la genèse de ça. Quoi. Enfin... Oui, bien sûr. Enfin, on était à la genèse, c'était vraiment une dynamique. Moi, j'étais un chef d'orchestre, en posant certaines idées, puis en se disant à un moment donné, c'est pas impossible, en se mettant autour de la table, on va trouver et générer cette activité. Et comme la vie est bien faite et qu'elle a horreur du vide, quand on le fait de façon co-construite, avec des objectifs, forcément, ça dépasse même les objectifs qu'on s'était fixés. Parce qu'à plusieurs, on va effectivement plus loin. Mais on arrive à répondre à des demandes économiques. Donc cet incubateur existe toujours. Tout ce que tu as créé, ça existe toujours et c'est toujours pleinement fonctionnel. Innoval, qui est devenu un pôle territorial de coopération économique, a été labellisé dans la foulée. Et aujourd'hui, prend de l'ampleur, travaille dans le cadre du Grand Genève. Ça prend de l'ampleur. Accompagner certains projets sur le Chablais, comme la remise, par exemple. Voilà. Donc on est vraiment dans une logique... Voilà, où la force un peu de chacun. Mais l'âge avançant. L'âge avançant. Et la middle age crisis arriva. C'est ça. Et un matin, comme ça, tu te réveilles et tu te dis c'est bon, j'ai fait le tour. Non, c'est jamais comme ça que ça s'est passé. Pourtant, je fais une synthèse et j'ai pas tout expliqué, et toutes les aventures, mais c'est toujours des rencontres humaines avec d'autres dirigeants, avec un territoire, avec des opportunités pour répondre à quelque chose qui met la chair de poule, qui en termes de valeur humaine, économique et pour son territoire, fait que chiche, on y va. Et tu l'as dit, alors je ne sais plus si tu l'as dit hors antenne ou à l'antenne, mais toi, le Chablais, c'est vraiment très important pour toi. Oui, le Chablais est important, enfin la Haute-Savoie est importante, mais le Chablais l'est aussi, parce que depuis effectivement presque 4 ans, j'ai eu la chance de racheter les... Voilà. Oui, mais cette histoire d'amour avec le Chablais, elle démarre avant, donc avec à Thonon, quand tu joues au basket, c'est ça ? Bien évidemment, avec un certain nombre d'amis sur le Chablais, avec un dynamisme relativement important, et puis avec des structures et des personnes... On parlait de l'agence économique du Chablais dans cette ville-là. L'agence économique du Chablais était sur Innoval, un des premiers territoires croyant à cette économie de demain. Voilà, avec des personnes qui ont vraiment envie de s'impliquer. Donc toi, tu es au cœur de tout ça. Et alors, comment est-ce que... On l'a dit, j'ai d'ailleurs montré, je remontre pour ceux qui ont l'image. Le pot de rillettes. Oui, on va le manger après, nous. Oui, pas vous. Dommage. Pardon, mais... Je veux juste, moi, me recentrer. OK ? Comment est-ce quand on est jeune, dynamique comme toi... Si, à l'époque, tu l'étais. Bon, maintenant, tu as pris un coup de vieux, mais... on se dit, tiens, j'aimerais bien
racheter une conserverie de montagne? J'avais fait un parcours pour monter une légumerie départementale avant, en m'associant avec des gens dans la restauration collective. Donc, Et une légumerie, c'est quoi? On collecte des Une légumes? légumerie, c'est une usine de transformation là, sur Saint-Pierre qui permettait de, plutôt que d'acheter du surgelé pour les maisons de retraite, les collèges, les lycées, Ouais. les écoles, créer une filière en circuit court de légumes et de fruits locaux et de proposer des produits frais qui font vivre une économie locale plutôt que d'aller acheter du surgelé. Voilà. Donc c'est un projet industriel que pendant 4 ans j'ai monté après. Ça tourne quand même beaucoup, souvent autour de ça, hein, le circuit court. Voilà. Pour toi, et c'est... très clairement, je n'ai pas trouvé forcément les mêmes valeurs. Un peu frustré sur ces éléments-là, et donc j'ai décidé de reprendre ma liberté pour investir et racheter une entreprise qui le mettait. Et puis plusieurs amis m'ont parlé d'une belle endormie à SR Roman qui existait depuis plus de 20 ans. Et effectivement, après la visite, j'ai eu un vrai coup de foudre sur cette activité. Beaucoup de choses étaient à refaire, parce qu'elle était effectivement bien endormie. Parce que donc les délices d'alpage, ça existe depuis combien de temps? 2002, ça fait... 2002, 20 ans, 21 ans. 21 ans, 21 tout à fait, ans. qu'elle existe. Ça va faire 22 ans, là. Ouais. Mois, ouais. Donc toi, tu débarques là-dedans en 2019, donc peut-être un peu avant, mais... Juin 2019. Juin 2019. Et très rapidement, un mois, le rachat s'est fait en un mois. Ah ouais. On a bousculé un peu tout le monde pour acheter. Ouais, mais faut être un peu volontaire quand même. Faut remonter les manches et avoir un pied dans le réel, sur le fer, et puis un pied un peu dans les étoiles pour essayer de donner une envie sur le développement. Mais en tout cas, voilà, une belle endormie, un beau diamant brut qui n'avait absolument pas été taillé pendant 20 ans, 21, qui vivotait un petit peu avec des recettes locales extraordinaires. Ça vivotait, c'est ça, quoi. Il n'y avait pas de démarche commerciale. Il n'y avait pas de démarche commerciale, il y avait tous les ingrédients étaient là. Le fondateur des Délices Alpages avait développé un certain nombre de recettes, mais sans forcément... Et les recettes étaient le joyau. Le joyau et l'équipe. L'équipe aussi? Et l'équipe aussi, parce que du coup, sur le rachat, il n'y a pas simplement des recettes et un actif. Non, mais... Il y avait effectivement deux personnes qui étaient là depuis plus de 15 ans et qui ont chef de production. Et en termes de savoir-faire artisanal, en termes de... Voilà, n'attendaient que de pouvoir vraiment s'impliquer et développer les choses. Voilà. Donc, très, très belle aventure à la fois humaine, économique. Donc je ne cache pas, pendant 1 an et demi, ça a été extrêmement compliqué, d'autant plus que 4 mois après le rachat, on a eu le Covid. On n'a pas forcément eu sur ces années, mais ça a été une vraie chance. La mariée était bien habillée aussi dans le cadre du rachat. Mais c'est-à-dire il y a une valeur, il y a un certain nombre de choses, puis on se rend compte après analyse que ce n'était pas tout à fait comme ça aurait dû être. Ah, la mariée était bien habillée, c'est une pique alors. Exactement. D'accord. Voilà. Oui, non, mais... Et toutes ces contraintes, on a réussi avec l'équipe à les transformer en magnifiques aventures. Et aujourd'hui, on a effectivement, malgré ce contexte économique, développé, affiné nos recettes. Et sur le sujet de la mariée était bien habillée, aujourd'hui, alors évidemment, toute entreprise étant différente, etc., mais tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui rachète une entreprise qui existe déjà sur 2-3 points de vigilance, comme ça, juste pour info. Tu vois. Alors très humblement, parce que je ne suis pas un expert. Non, mais moi non plus. Donc, mais clairement, aujourd'hui, surtout quand on a un coup de cœur, il faut faire les choses avec le cœur, c'est clair. On en avait fait un audit sur 3 ans et mon prédécesseur avait juste 3 ans. Mais on peut aussi, des fois, dès la première année, sur son bilan, orienter des choses. Et donc, malgré l'audit RH, financier, ce genre de choses, il manquait un certain nombre de choses. Donc, bien vérifier les choses. Et puis, si je devais donner un autre conseil, c'est de... Donc là, bien vérifier, ça veut dire qu'il faut s'appuyer aussi sur des bons professionnels pour t'aider, quoi. Ouais, c'est ça, mais avec un autre regard extérieur. C'est ce qu'on avait fait sur 3 ans en analyse, avec un expert comptable, un commissaire, un avocat, mais c'était pas suffisant. Donc, bien vérifier entre les chiffres et la réalité en étant connecté avec l'équipe. Et je pense que si à un moment donné, le dirigeant, quand il avance dans les négociations, qu'au démarrage, ça soit discret, je le comprends, pour ne pas déstabiliser les salariés ou ce genre de choses. C'est normal. Tout à fait dans
dans l'objet de discrétion, mais très rapidement, il faut valider cette réalité économique par les personnes qui sont déjà dans l'entreprise. Tu dois pouvoir aller discuter avec Paul, Pierre. Si à un moment donné, c'est pas possible, ce qui a été le cas concernant, voilà. La mariée était bien habillée, mais parlait peu, du coup. C'est ça, exactement. Donc voilà le petit conseil, mais sans aucun regret, parce que du coup, tout ça nous a renforcés, nous a rapprochés au niveau de l'équipe, et on a transformé les essais, les objectifs. Parce que du coup, donc, tu arrives... alors, pour moi, ça reste encore assez flou, si tu veux, une conserverie de montagne. Donc tu m'as dit, il y a des recettes. C'est ça. Donc tu fais des conserves. Bon, là, on fait des conserves. En l'occurrence, sous forme de bocaux. C'est ça. On cuisine dans les bocaux. C'est-à-dire qu'on fait de la cuisine. Cette cuisine, elle est faite... clairement, c'est des plats mijotés, c'est des matériaux nobles, comme à la maison. J'ai presque envie de dire comme à la maison de nos grands-mères. Mais en mieux. En prenant le temps. C'est-à-dire qu'on a du plat mijoté, on est dans une société aujourd'hui, on n'a pas le temps. On veut en gagner, on veut optimiser, on veut le poser. Et sur l'alimentation, clairement aujourd'hui, une rillette comme ça, c'est 6h30. De cuisson ? Non, c'est 12 heures de cuisson à basse température, avant en poche épicée. Et ensuite, on va les filocher, on va respecter les choses. On pourrait le faire en 1 heure, comme les produits, certains produits industriels. Comment ça s'appelle, les rillettes Bordeaux Chanel, là, pour ne pas les citer, mais on va les citer, parce que nous, on s'en fout, tu vois. Complètement. Mais on reprend le temps, effectivement, mais je pense qu'on a quelqu'un derrière la caméra qui a dans son réseau des gens qui savent ce que faire des produits locaux. Mais donc des matériaux, de la matière première noble avec les agriculteurs. Donc là, c'est de la rillette de porc. Donc là, ton porc, il vient du coin. Il vient de chez Gabi Butet, clairement, depuis le démarrage. Gabi Butet est le fournisseur officiel. Fournisseur officiel. De porc chablaisien. Voilà, tout est transformé, livré par Gabi. En plus. Bien évidemment. Et travailler sur des vieilles recettes. Donc là, par contre, c'était le trésor de guerre de l'entreprise. Complètement. Ça. Premier trésor de guerre. Deuxième trésor de guerre, souvent on parle de cuisine quand on fait de l'alimentation. La vraie plus-value d'une conserverie artisanale, c'est de prendre le temps et c'est d'avoir des barèmes de stérilisation qui soient développés, qui n'aient pas de surcuisson, ces éléments-là. Et vraiment, la technicité d'une conserverie aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment de se dire, c'est pas 1 heure à 180 degrés où on va matraquer le produit et pour lequel on va rajouter des additifs, des conservateurs et des exhausteurs de goût. C'est d'arriver à faire de la chimie entre une pré-cuisson avant et une cuisson qui est juste et qui va garder les vitamines, les minéraux du produit et qui va développer les sucres de façon dans la simplicité. Et aujourd'hui, moi je dis souvent, on parle beaucoup d'innovation technologique, on parle beaucoup de communication. Tu parlais tout à l'heure de creux dans la communication. Et quand c'est simple et authentique. Et à dessein, j'ai dit aussi, on va parler de nouvelle économie. Clairement. Parce que dans l'idée des gens, la nouvelle économie, elle est dans le digital, elle est dans plein de trucs. Bullshit, à nouveau. Alors que non, on est là. Moi, à mon avis, dans la nouvelle économie. Et où est-ce que c'est pas l'ancienne qu'on remet au goût du jour ? Est-ce qu'on ne revient pas au bon sens ? Le bon sens paysan. Mais voilà. Le bon gros sens paysan. Que nous étions tous il y a 80 ans. Ah oui, sans doute. Oui. Et du coup, alors cette conserve, parce que c'en est une, même si c'est un bocal, c'est une conserve, elle se stérilise en combien de temps ? Alors On va être selon les recettes, entre une soupe, un velouté, on va être sur 4 heures, et une rillette, on va être sur 2h45 à basse température, en laissant avec des paliers qui vont permettre, mais on ne va pas monter à 180, on ne va pas dépasser les 106 de façon à donc ça, c'est vraiment l'huile sur le feu, si j'ose dire. Surveille ça. On a là, pour le coup, un peu automatisé les choses, c'est-à-dire que si on se trompe d'1 minute de plusieurs degrés sur les éléments, on a flingué notre produit. Donc sur les cycles de 2h45, on a un suivi avec des barèmes, ce qu'on appelle des barèmes de stérilisation, qui vont suivre à la fois la température de l'eau, la pression, de façon à ce qu'il n'y ait aucun changement. Donc c'est vraiment extrêmement précis. Et j'ai envie de dire, le cœur du métier d'un conserveur, c'est de maîtriser ces barèmes-là. On est même allé un petit peu plus loin en essayant de faire des barèmes de stérilisation qui se rapprochent de cette cuisson en ferme d'alpage qui était sur le fourneau en fonte. C'est-à-dire de pouvoir avoir ces plats mijotés sur le fourneau avec des montées en température assez rapidement,
Des des plateaux, paliers ouais, pour pouvoir revenir et vraiment développer les sucres et le côté naturel Ouais. d'un plat mijoté. Donc, alors avant tout, si je comprends bien, et puis je vois la gourmandise dans tes yeux, tu es cuisinier finalement. Ah non, je ne suis pas cuisinier, mais je suis un cuisinier de plein d'ingrédients en apprenant effectivement des choses. On est accompagné par plein de cuisiniers, donc on a l'équipe bien évidemment. Ouais. J'ai appris et je continue à apprendre. Parce qu'au tous les départ, jours. vous étiez deux. Hein. Enfin, il y y avait deux ouais, personnes dans c'est ça, l'entreprise. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes combien alors? Nous sommes 5 et une 6e personne arrive. Ouais, donc ça se développe. Ça se développe, tout à fait. Ouais. Et on a surtout un écosystème entre le lycée hôtelier avec Frédéric Molina, qui est notre parrain. Frédéric du Molina, Moulin de c'est Léré. le moulin de Léré. Chef Hein. étoilé. Il a une étoile. Voilà, avec un agriculteur, on a un journaliste culinaire. Et donc, Frédéric Molina, il te fait des recettes? Oui, avec Frédéric Molina, dans le cadre du parrainage, n'étant pas cuisinier professionnel de métier, on voulait avoir un regard extérieur et avoir une grappe un peu d'acteurs qui, tous les 3 mois, sur l'amélioration des produits, sur les tests, mais aussi sur le développement de nouveaux produits, nous accompagnent. Et puis également, pour accompagner, depuis 3 ans, on a communiqué en faisant des appels aux anciens restaurateurs, aux personnes du territoire du Chablais, qui avaient des vieilles recettes, de façon, avant de réinventer des choses nouvelles, ressortir, de l'archéologie culinaire pour les ressortir des vieilles recettes. Culinaire. Et oui, je vous parlais tout à l'heure de... aujourd'hui, on a 90% de nos recettes du territoire du Chablais qui ont disparu. Pourquoi? Parce que l'avènement de l'agroalimentaire, d'une nourriture du disponible kebab. tout de suite, de cette industrie, a fait disparaître bon nombre de petits artisans sur les territoires. Donc aujourd'hui, on revient sur à la fois la recherche des ingrédients et sur des recettes où on peut mettre des noms, des prénoms, des lieux sur nos recettes. Voilà. Et on a déjà vraiment plein de choses à explorer et c'est ce qu'on fait au Délices Alpages. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller révolutionner, mais par contre on sort des nouvelles. Là, on a 2-3 recettes en cours d'élaboration avec 2 pêcheurs du lac, parce qu'on a beaucoup de viande et on est en train de développer des choses plutôt sur du poisson et sur du végétal. Ferrat, voilà, perche, d'autres types de ou avec des chefs et truite. Voilà. Non, je sais pas, j'en sais rien. Exactement. non, mais on explore on est encore en mode un peu, on nous a demandé un peu de discrétion là-dessus, mais travaillant, mais sur du poisson, en travaillant avec eux sur un gisement local et de pouvoir mettre ça en bocal, et c'est des produits du Chablais. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui dans l'industrie la recherche et développement. C'est ça, voilà. Mais plutôt basé sur des vieux grimoires, sur les recettes. On a chaque mois des mamies, des anciens restaurateurs. Mais comment tu communiques là-dessus On a communiqué au tout début, on avait une stagiaire, Michel, on n'est pas bon, nous, on n'est pas comme vous, qui nous a donné un coup de main. Mais nous, on fait que ça, donc du coup, par contre, on fait pas de rillettes ici. Non, mais c'est le bouche à oreille. Ouais. Donc par les réseaux sociaux. Non, mais ta stagiaire, elle a fait quoi alors du coup? Sur les réseaux sociaux, on a fait des appels à des ambassadeurs des Délices Alpages de façon. Il y a eu du retour? Il y a eu énormément de retours. Ouais. On a régulièrement des personnes qui appellent, qui arrivent, qui nous amènent des photocopies ou des trucs, des vieilles recettes du Chablais, en disant voilà, ma grand-mère cuisinait, c'est son carnet, ce genre de choses, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est là-dessus qu'on améliore et qu'on bâtit. Il y a une espèce, alors conserverie, mais il y a une espèce de truc un peu conservatoire aussi. Clairement. Sur le patrimoine culinaire local. Clairement. Alors très humble, attention, on fait pas de. Vous avez bien compris, on a les étoiles dans nos yeux, mais on n'a pas du tout la prétention de quoi que ce soit. On n'est que dans la simplicité, l'authenticité. Oh, mais c'est bon quand même. Parce que là, c'était un peu en train de te sous-estimer quand même. Non, on est réaliste sur le fait de... Vincent, on va chercher le pain. Non, mais on fait les choses simplement avec amour, et du coup, je pense qu'effectivement, si de plus en plus de clients et de professionnels veulent travailler avec nous et nous appellent... Donc là, tu l'as dit, sur la viande, notamment la viande de porc, travaille avec notre ami Gabi Butet. Tout à fait. Très connu aussi pour le fromage. Tout à fait, très connu. L'affinage. L'affinage. Et quel autre type de recette? Alors, tout à l'heure, tu as vaguement parlé de soupe ou je sais pas quoi. Oui, on a plusieurs gammes. On a des soupes. On a de la soupe d'ortie à l'ancienne, qui est une recette de... Vincent, à nouveau, s'y connaît en soupe d'ortie. Qui est une recette qu'on a retrouvée de Morzine, d'ailleurs, dans les recherches. Voilà, on a une gamme de soupes, on a une gamme de velouté, on a une courgette Beaufort, on a une céleri tome de Savoie, voilà. On a des gammes de plats cuisinés locaux autour des Dio, autour de
un creuset au sarrasin à la crème fraîche, du farcement savoyard. Le farcement, le On fameux. va chemiser, la plus vieille recette des pays de Savoie, qui elle nous prend presque 6h30 de confection parce qu'on chemise à la main le pot, il se démoule. Chemiser, c'est-à-dire chemiser, c'est-à-dire que tu vas avoir ta boîte, ta conserve, tu vas chemiser des fines tranches de lard appliquées sur les bords en les faisant dépasser. Une à une. Tu vas mettre ta farce une à une à la main. De toute façon, tout est fait à la main. On moule nos rillettes à la cuillère. Waouh! On ne veut pas de doseur automatique à 8 bars qui fait de la mousse. Ouais. On a quelques... c'est pas de l'expresso. Non, c'est pour ça qu'on a de la mâche et du jus de viande. Mais encore une fois, c'est simple. C'est comme c'était fait avant. Bien sûr. On pourrait effectivement gagner énormément de temps en le mettant dans un doseur automatique à 8 bars. Oui, mais on aurait de la mousse. Ça n'a plus l'intérêt. Ça n'a plus aucun... Voilà. Ça n'a plus l'intérêt de Exactement. ce pourquoi. Voilà. Donc soupe, velouté, plat cuisiné, on fait de la myrtille sauvage au naturel, on fait aussi attention de faire du développement de produits qui ne vient pas télescoper d'autres acteurs du territoire. Voilà. Donc on reste dans notre cœur de métier, on a plein de choses à explorer et ça marche bien. Et à quel moment tu décides ou l'équipe décide qu'une recette est validée et bim, on y va? Alors on le passe à ce comité. C'est-à-dire qu'on va faire des tests à échelle... à toutes tes têtes pensantes là qui... Voilà, on teste, on met en situation. On regarde aussi le coût matière, parce qu'on est aussi vigilant. C'est-à-dire qu'on veut faire du bon qu'avec des produits locaux et à la main. Mais il faut aussi que au niveau du prix, on ne soit pas élitiste et on fait très très attention. On ne sera jamais millionnaire, ça c'est certain. Ah bon? Ouais, notre richesse. Voilà. Mais en tout cas, on a trouvé un juste équilibre en essayant d'être vraiment et que ça soit accessible à tous. Ce que tu es en train d'expliquer là, et je te taquine, mais ça reste quand même aussi dans ton ADN, si j'ose dire. C'est un mot qui est parfois galvaudé aussi, ça, mais voilà, il y a ce truc entre l'économie, un peu être social, humain. Clairement. Tout le monde va gagner un petit quelque chose, mais tout le monde va gagner un petit quelque chose. Mais comme quand tu reçois, il est important de redonner aussi derrière, bien de sûr, façon discrète. Enfin, mais c'est ce qui entretient. On est souvent, je me permets, vous me dites si je suis pas. Mais tu sais, souvent on fait les choses pour obtenir quelque chose. Très rapidement, ça appauvrit. Oui. Si tu le fais avec générosité, sans te prendre et en restant naïf, avec une âme d'enfant, je caricature et je l'assume. J'ai un peu l'impression que tu es en train de décrire le podcast, notre projet. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Nous, on fait ça avec une âme d'enfant, un peu naïf et sans rien attendre en retour. C'est pour ça que tu as les yeux qui brillent aussi. Ah oui, moi, je suis très content, moi. Tout va bien. Mais je pense que c'est ça qui nous rend heureux, c'est ça qui met du sens. Il n'y a pas besoin de faire des grandes études, il n'y a pas besoin de... Mais c'est vraiment ces allers-retours en étant sérieux, solide, en faisant les choses correctement et naturellement les choses viennent à nous mais parce qu'on donne aussi, donc il n'y a pas besoin je sais pas comment non, c'est très clair. Philippe, tout ça est très clair. Rassure-toi. Ok. Tiens, je peux te donner un exemple pour que ce soit même plus clair. Donne un exemple. On a parlé de nos 80 producteurs locaux avec lesquels on travaille, sur le fromage, la viande, les légumes. On n'en a cité qu'un, mais... Oui, mais voilà. Parce que c'est un... Voilà. Mais pour réaliser nos produits, il y en a on travaille avec un écosystème, des maraîchers, voilà. C'est pareil, l'ortie pour ta soupe, tu ne vas pas le chercher dans la forêt. Non, on a des cueilleuses... Il y a des producteurs d'ortie? Il y a des producteurs et des cueilleurs d'ortie qui sont en Chartreuse, tout à fait. Ah, en Chartreuse? En Chartreuse, c'est notre fournisseur le plus éloigné. Parce que, alors juste là... C'est les cueilleuses de Chartreuse. Oui, non, mais ok, mais juste, tu passes combien de kilos d'ortie par an avec cette histoire? Non, mais je sais pas. On doit être entre 500 et 800 kilos d'ortie sec. Donc, oui, j'ai compris. Oui, ça fait un peu de... Continue, ton anecdote. Ouais, l'anecdote, c'est un équilibre entre la matière première, d'abord des personnes qui ont envie d'y croire et qui travaillent au quotidien rigoureusement, mais avec le cœur. On a, il y a 3 ans, mis en place, on se disait, c'est dingue, on a des bocaux VEC. Des bocaux VEC, c'est nos bocaux, qui coûtent 3 fois plus cher que les bocaux industriels twist-off, tu sais, qu'on visse avec un couvercle métallique. Par contre, ils ont la particularité, ceux-là, d'être réutilisables. Et lorsqu'Anne-Marie est arrivée au Délices Alpages, qui s'occupe de tout ce qui est expédition dans l'équipe. Supply chain. Exactement. Et ben, elle s'est dit, fait start-up. C'est fou qu'on
de produire ces bocaux et de les jeter, alors qu'on pourrait les réutiliser, les restériliser. Donc on a mis en place, il y a 3 ans, une récupération de nos bocaux. Genre de consigne. Ouais, sans même consigner, en essayant de mobiliser nos clients, nos épiciers, ramener les trucs, voilà, on s'en occupe. Le grand public, voilà, ramener, ou comme je livre le matin et le soir, ben, quand je vous livre, je vous mets une caisse plastique consignée, et puis vous les mettez, et puis d'une fois sur l'autre, je récupère les cartons, genre de choses. Et on a commencé à le faire pour les cartons, pour les palettes et pour les bocaux. On a commencé la première année, sur 6 mois, à 2000 bocaux récupérés sur l'année. Ce qui est pas mal. Est déjà une goutte d'eau dans l'océan réutilisée, mais pas mal. La deuxième année, on est passé à 22 000 bocaux. Ah ouais, non mais... L'année dernière, sur l'année, 77 000 bocaux. Et là, on va approcher les 100 000 bocaux récupérés cette année. Pour combien de sorties? Parce que ça, pour à peu près un demi-million de bocaux par an produits. Ouais. Donc on voit, c'est pas mal. Hein. On voit que c'est pas mal. Et cette année... alors ça nous fait du travail forcément en plus, on a investi, mais ça nous a permis du coup... Tu as investi dans une machine pour nettoyer avec des produits spéciaux pour pouvoir répondre au cahier des charges du nettoyage, pour pouvoir le réutiliser dans la bouffe après, quoi. Voilà. On a changé nos étiquettes, il n'y a plus de produits chimiques dedans, c'est de la colle d'amidon de façon à ce que l'étiquette glisse en réutilisation. On a récupéré ces bocaux, et cette année, alors que la plupart de nos collègues sur les bouteilles de soupe notamment étaient en rupture, parce qu'il y a des tensions sur les approvisionnements depuis 1 an et demi très fort. Il y a des tensions partout. On n'a pas eu de tension. Le retour de nos bocaux a permis de compenser la perte d'approvisionnement parce qu'on était en rupture. Donc on n'a pas eu de rupture. Donc quand on fait les choses... humainement, même pour la planète ou ce genre de choses, ça devient même un modèle économique aujourd'hui pour nous, c'est-à-dire que quand on voit que le prix moyen d'un bocal c'est 90 centimes, maintenant on va dépasser le 1 euro. Un bocal comme ça. On a vite fait, 1 euro, on a vite fait en moyenne entre les petits et les grands. On fait les calculs, ça devient un modèle économique. Donc ce qui était une pure logique environnementale de bon sens devient donc l'humain, l'environnement, dans le modèle économique d'une entreprise aujourd'hui, on parle beaucoup de concepts comme l'économie circulaire, le développement durable, mais voilà. Là, on est dedans, la fin. On a 3500 palettes par an aujourd'hui. Tiens, t'en fais quoi? J'ai pas acheté, depuis que j'ai racheté des alpages, une seule palette, parce qu'il y a une déchetterie de la communauté de communes du Haut-Chablais qui est à 1 km de chez nous. Quand j'amène mon tri de carton, ces éléments-là, je récupère les palettes Europe. Ah oui. Et on a 2 entreprises à côté qui ne peuvent pas les réutiliser, qui nous les mettent de côté. Donc 3500 palettes à 25 € la palette. Ça va. Alors que je suis dans la déchetterie, que je peux récupérer, c'est du gisement d'argent public en moins. Tu vas me dire, c'est une goutte d'eau, mais les cartons, 80% des cartons sont réutilisés ou on est en consigne, en caisse plastique vis-à-vis de nos clients. Donc on a réduit de plus de 40 000 cartons notre consommation de cartons annuelle. Et les clients jouent le jeu aujourd'hui. Et maintenant, on s'est même rendu compte que lorsqu'on fait ce travail-là, moi je livre plein de choses, c'est pour vraiment donner un exemple. En plus, ça a un effet sur les rotations et le chiffre d'affaires. Parce que quand les clients ramènent et sont contents de ramener chez leur épicier, chez Gabi, au magasin, en disant « je ramène mes bocaux, voilà », ils en rachètent qu'est-ce qu'ils font? Ils en rachètent un. Donc tu vois en plus que c'est bon pour les affaires, parce que tout le monde joue le jeu. Voilà. Et que c'est l'élément différenciant. Oui, je pense que le premier élément de base, c'est que le truc dans le bocal est bon. C'est l'élément de base. Mais on peut y rajouter d'autres choses aussi à côté, et c'est encore plus ce qui fait que la confiance et la transparence... Et ce que tu dis là, c'est que toutes ces actions que tu entreprends, là, dont on vient de parler, notamment le recyclage de tes bocaux, etc., ces actions qui étaient conscientes de ta part, mais qui étaient dénuées d'attente de retour au départ. C'est juste des valeurs. Toi, au départ, ça te coûte plus cher de faire comme ça. Complètement. Mais c'est une équipe, je répète. Oui, non, mais quand je dis toi, c'est toi au travers, et puis ton équipe au travers de toi. Voilà. Parce que... Et puis des clients qui de plus en plus jouent le jeu. Mais toi, quand tu commences, c'est pas encore dans l'air du temps. On parle peu de tout ça. Non, c'est sûr. Clairement, au démarrage, c'était 2 heures par jour en plus, avec plein de contraintes. Ah voilà. Il y avait aucun. Oui, mais il n'y avait aucun respect, aucun gain direct de le faire, si ce n'est d'apporter une contrainte. Donc c'est un vrai choix de société, un vrai choix de société
dans le sens faire société et dans le sens ta société aussi. Voilà. On Clairement, a fait un vrai choix. On se dit, tiens, on va essayer de ça. Et ça part comme ça. Ça part d'une idée, on va essayer ça, quoi. Oui, clairement. Et 3 ans et demi après, ça commence à devenir un modèle économique. Et un élément différent. Là, ça commence à devenir un modèle économique, clairement. Enfin, d'après ce que tu viens d'expliquer, quoi. Donc c'est un message d'espoir. Enfin, tout ça pour dire, on peut tirer des choses par sens, et puis à un moment donné, les choses se transforment. Et alors là, pour le coup, c'est pas de bullshit et c'est pas creux comme démarche. Tu vois ce que je veux dire? Oui, par rapport à notre petit mot du départ. Hein, C'est clair. Donc, bon, tu l'as dit, à peu près 80 fournisseurs locaux. Oui, c'est ça. Donc là, on a parlé des orties, ça va jusqu'en Chartreuse, quand même, ça fait de la route pour des orties, non, ça, monsieur? Il n'y a pas que des orties, il y a d'autres éléments. Enfin, tu sais, c'est comme l'ail des ours. L'ail des ours, aujourd'hui, on en a plein là, qui est en train de pousser. Là. Ouais, ça, lui aussi, il connaît très bien ça. Le paradoxe de la réglementation fait qu'on pourrait aller chercher juste à côté notre ail des ours, c'est ce qu'on fait sur nos tests de recettes avec Fred. Et par contre, tu ne peux pas les mettre en œuvre si tu vends ton produit. Tu peux le faire à usage personnel, voilà, mais tu es obligé de passer par un grossiste ou par des cueilleurs professionnels avec un numéro d'agrément ou ce genre de choses. Tu ne peux pas le faire en direct. C'est pour la traçabilité. Traçabilité, parce que dans désinfection. Ouais, puis dans l'ail des ours, il y a des fois il y a des trucs un peu toxiques qui se cachent. Hein. Ouais, mais on stérilise. Donc j'ai envie de dire au niveau bactériaux, qu'on les processe. Non, je parle pas de la bactério, là, je parle de plantes qui ressemblent. Ah, complètement. Alors j'ai oublié leur nom, mais Vincent Vincent le dirait mieux que moi. Mais... Un peu aussi au muguet, oui, voilà, c'est ça. Intermédiaire, qui ressemble sur la feuille. Voilà, si on n'est pas un vrai professionnel, donc avec le cueilleur, et ça c'est bien aussi pour tes clients, ils savent que voilà, tout est tracé. Il n'y a aucun souci. Non, mais ça c'est important, ça. C'est clair. Et donc là, ça fait donc, 3 ans, donc 2019, ça fait 3 ans que tu es. Vous êtes passé de 2, plus toi, quand même, à 5, 6. En termes comment dire, de développement, tu as encore des pistes, tu as encore des choses pour trouver ton plein potentiel et te réaliser. C'est déjà pas mal, hein. Très honnêtement, je suis très heureux. Par contre, juste te coupe, mais tu me l'as dit tout à l'heure, avant qu'on commence, c'est une conserverie artisanale de montagne. C'est ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y en avait encore énormément. Oui, tu as raison, effectivement, c'est un axe important. On avait fait, là, lors du rachat, avec des étudiants, des ingénieurs de l'ISARA, une étude de marché au niveau français là, sur les conserveries. Et on avait été très surpris de voir que, suite à l'étude, on était la dernière conserverie artisanale de montagne en France, alors qu'il y en avait plus de 200 il y a encore 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, chaque territoire, historiquement, avait une conserverie, parce que ça permettait aux agriculteurs de transformer des produits et de les conserver. Donc, et moi, c'est ce qui m'a plu aussi dans les délices alpages tout de suite, c'est-à-dire qu'on peut développer nos propres produits avec un savoir-faire, ces éléments-là, mais on est aussi un outil. On a à peu près 80 à 90 agriculteurs sur la Haute-Savoie qui nous amènent leur viande, qui nous amènent leurs légumes et qui repartent à leur nom, où ils utilisent simplement notre savoir-faire de cuisine et de stérilisation. Ah oui. Donc on est un outil territorial. En plus de ta marque délices d'alpage, tu produis pour d'autres marques. On produit pour d'autres, mais pour d'autres agriculteurs. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on a un éleveur là par exemple de poulets qui a fait des terrines de poulets sur des poulets bio sur la Haute-Savoie, qui nous a amené et qui est reparti avec ces terrines. On a développé ensemble la recette, on a posé un peu ces éléments, c'est sa viande. Et voilà. Et nous, on va apporter l'expertise d'un outil territorial qui va, sur la stérilisation et la fabrication, apporter un service au territoire. Mais ça, c'est important, même en termes de structure d'un territoire. Ah, mais clairement. D'avoir ça. C'est un outil territorial. Clairement. Bah oui. Clairement. Et pour moi, ça a une valeur extrêmement importante. On parle beaucoup en ce moment de relocalisation de notre alimentation. Réindustrialisation de la France. Voilà, on est... il y a 20 ans, il y avait 200 conserveries plus de 200 conserveries artisanales du type de la tienne. En zone de montagne, en zone rurale. N'importe où. Ouais, avec les... Voilà. Et aujourd'hui, en montagne en tout cas, il n'y en a plus qu'une. Il n'y en a plus. Ouais. Il n'y a plus que la tienne. Il n'y a plus que la nôtre. ASR Roman. ASR Roman. ASR Roman dans le Chablais. Dis la nôtre, oui, c'est bien. Voilà. Mais moi, tu sais... Là, on est sur la démarche territoriale et voilà. Donc elle appartient aussi au territoire. C'est mes rillettes, ce sont mes rillettes, avec du porc de chez Butet, fabriqué à ASR Roman, Vincent. Maintenant, ça suffit, tes histoires. Ok.
Et maintenant, en termes de développement, donc voilà, commercial, on l'a compris, tu es quelqu'un de dynamique, donc c'est toi qui t'occupes de ça au sein de l'entreprise. Oui, c'est moi, et puis c'est une petite communauté d'ambassadeurs, et le bouche à oreille est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. C'est qu'aujourd'hui, on est plutôt en appui sur les éléments, mais je ne fais pas de prospection, je ne fais plus. J'ai fait pendant 2 ans, il a fallu taper un peu poser, réexpliquer un petit peu nos messages. On a encore à s'améliorer là-dessus. Mais on a vraiment aujourd'hui la chance d'avoir par le bouche à oreille des professionnels, des particuliers qui viennent nous voir. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Sur les recettes, tu me l'as dit, il y en a qui sont en développement, mais... Voilà. Mais muet comme une carpe. Pardon. Pardon Philippe. Et pour assumer ce développement de nouvelles recettes, on en a 14 aujourd'hui, ça y est, qui sont développées. On n'a plus assez de place pour pouvoir physiquement dans nos locaux actuels. Donc c'est une des problématiques qu'on a depuis 3 ans. C'est qu'on a un beau développement. Ça, tu l'avais anticipé maîtrisé. Quand même. Hein, dès le démarrage, on savait qu'on était borderline, très juste. Et puis pour aussi améliorer les conditions de travail, réduire la manutention, enfin voilà, on a besoin. Et puis avoir quelque chose de cosy qui nous ressemble, avec un bâtiment ergonomique, mais aussi on reçoit aujourd'hui 2500 à peu près personnes par an qui viennent visiter la conserverie, qui veulent voir cette conserverie, voir comment on fait. On ouvre les chambres froides, on n'a rien à cacher. Et du coup, on organise des séances de visite. Donc, on a envie aussi d'avoir quelque chose qui permette d'accueillir aussi correctement les personnes. Bien sûr. Tu vois, un petit canapé, une cheminée. Tu vois, moi, j'ai une cheminée. Toi. Un petit canapé, voilà. Un peu cosy, quoi. Bon, même si c'est très cosy et que les gens adorent quand ils viennent. Parce qu'en fait, c'est aussi l'accueil un peu de l'équipe. Mais voilà, on a besoin pour accompagner ce développement qu'on ne veut pas exponentiel, qu'on veut maîtriser, on veut rester des artisans. Mais voilà, on veut quand même passer. Ça c'est un mot qui est important dans ton discours, artisan. Oui, on n'aurait jamais de doseur automatique chez nous. Oui, je crois qu'on a compris. Le doseur automatique, il ne veut pas le doseur automatique. Non, je pense que si on veut garder notre typicité, bien sûr, c'est plus de travail, mais c'est aussi en termes de qualité, quelque chose qui n'a rien à voir. Donc voilà, on est en train de. Donc jusqu'où, en termes de collaborateurs, tu es encore artisanal ? 12, 15, 20 ? Pour moi, la notion artisanale, elle est dans le fait que ça soit sur toutes les étapes la main de l'homme qui touche le produit, qui vérifie, qui pose, et les process qui sont où c'est pas la machine qui a pris le pas sur l'homme, mais qui reste dans un équilibre. La machine, elle doit, dans les conditions, venir soulager le port de charge, ces éléments-là, pour moi. Enfin, c'est ma conception, mais pas remplacer la main de l'homme. Voilà. Donc tu peux être 50, mais rester artisanal. Quoi. Chez nous, je pense que si on est 15 salariés dans 3-4 ans, si on a sauf que là, aujourd'hui, en termes d'espace, à SR Romans, c'est un peu cuit. Quoi. C'est cuit. Si j'ose dire. Non, mais c'est cuit. C'est pour ça que depuis déjà, quasiment depuis le rachat, on est en lien avec le territoire pour essayer de trouver des solutions et anticiper cette montée en charge. Alors pour l'instant, ça n'a pas abouti clairement, donc on est en train de regarder un autre projet aujourd'hui, parce que ce qu'on souhaite, c'est effectivement avoir un outil de fabrication artisanale, un atelier de fabrication qui accompagne l'avenir et le développement dans de bonnes conditions, comme on le fait aujourd'hui, mais avec plus de place, du stockage qui nous permette de pouvoir développer des nouvelles recettes et avoir des nouvelles références, parce qu'aujourd'hui, on est dans cette phase-là aujourd'hui. Puis nos clients nous demandent autour du poisson, autour du végétal, des choses. Puis on en a dans les tiroirs. Quoi. Donc on est un peu frustré de ne pas aller plus vite là-dessus, pour simplement des questions de stockage. Et puis avoir sur cette partie stockage, professionnaliser la partie récupération de bocaux, pour nous, mais aussi avec d'autres acteurs du territoire. C'est-à-dire que la plateforme logistique soit mutualisée. On voit aujourd'hui... Pour donner un chiffre, alors c'est peut-être trop technique, vous me dites, messieurs. Non, t'inquiète, n'hésitez pas. On comprend tout. Bon, l'impact logistique, il y a 3 ans et demi, lors du rachat, c'était 3% de calcul dans nos coûts. Aujourd'hui, ce que coûtait le transport et la partie logistique. Ok, très bien. Aujourd'hui, c'est 16%. Ah, voyons. Du coût d'un produit. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la matière, du produit noble, du bocal, même s'il a doublé en un an. Mais la logistique, la logistique est en train de devenir quelque chose qui est extrêmement important. Donc l'enjeu, c'est aussi d'avoir une réflexion un peu territoriale avec d'autres artisans qui font de la confiture, qui font de la bière, et de se dire, ce lieu, il peut être un peu agile et servir aux délices d'alpage, mais aussi à d'autres acteurs.
Et puis réduire aussi le nombre de camions sur les routes, parce que souvent les camions qui montent dans le Haut-Chablais, en station, et Dieu sait s'il y en a beaucoup. On a la chance, voilà, il y en a beaucoup, et on pourrait les diviser par 4 sans aucun problème, simplement, et du coup les coûts massifier et ramener de la compétitivité à nos artisans locaux. S'il y avait plus de logique. S'il y avait plus de mutualisation logistique pour pouvoir monter et de logique. De logique, quoi. Tout à fait. Donc, voilà. Donc on veut connecter cette plateforme dans ce sens-là, avec d'autres. Tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir un magasinier que pour tes produits. Tu peux avoir un magasinier sur une plateforme un peu de produits locaux. Qui fasse café montagne. Exactement. Je sais pas, je dis ça. Mais exactement. Au hasard. Exactement. non, mais... Oui. Tout à fait. Parce que là, mais là, par contre, aujourd'hui, oui, il y a un peu de lenteur. Tu trouves l'écoute pour tes nouvelles idées au niveau du territoire, mais il y a un peu de lenteur. Ça n'avance pas. Je pense qu'il y a des enjeux au-delà sur le tourisme, sur ces éléments qui prennent le dessus sur une dynamique un peu collective d'un acteur, d'un petit acteur, même si c'est la dernière conservation. Arrête de dire que tu es petit. Non, mais voilà, mais en tout cas, voilà, il y a d'autres enjeux. Bien sûr, ouais. Donc effectivement, c'est pas allé aussi, même s'il y a effectivement par différents acteurs depuis quelques semaines des choses qui bougent un peu. Des choses qui bougent. Ouais. Voilà. Mais voilà, mais du coup, effectivement, il va falloir qu'on bouge très clairement et dans l'année et demie, les 2 ans qui viennent, pour avoir les moyens de notre ambition entre guillemets, et dans de bonnes conditions. Pour se mettre en route à ce niveau-là, quoi. Voilà. Et puis à côté de cette plateforme et de cette fabrication, l'enjeu c'est de rajouter une halle gourmande avec un espace muséographique, c'est-à-dire créer une expérience intérieure-extérieure. Une expérience, ça c'est à la mode comme mot. Et oui. Va pas me faire du bullshit. Hein. Ah non. Qu'est-ce que t'appelles l'expérience? C'est qu'aujourd'hui on fait une expérience, comme je l'expliquais tout à l'heure, on veut partager avec les personnes. Mais clairement, et les personnes, elles ont vraiment besoin d'ouvrir les chambres froides. Mais quand je te dis ça, c'est vraiment réel. Donc parce que faire du local, quand tu as ce discours-là, le premier réflexe de la plupart des gens aujourd'hui, et moi le premier, c'est de dire non, bullshit, comme tu dis. Non, il y a eu tellement de scandales. On me la fait pas, moi. On la fait pas. On nous a tellement banané. Spandiero, là, tu vas te calmer. Hein. Voilà, sans conservateur, sans rien, c'est des produits locaux. Non. Le meilleur moyen, c'est d'être ouvert. Et quand je parlais de créer l'expérience, c'est d'échanger, c'est de montrer d'où viennent les éléments et d'être transparent. Ouais, bien sûr. Et la halle gourmande et l'espace muséographique, l'enjeu, c'est vraiment qu'on ait des châssis où on voit la production. Oui, effectivement, on fait les rillettes à la main. Donc une vraie expérience. Ouais, c'est-à-dire qu'on visite, qu'on puisse prendre les produits, qu'on trouve aussi les produits d'autres acteurs sur cette halle gourmande et qu'on fasse vivre une expérience dans le sens où c'est pas simplement j'achète et de faire du marketing. Il en faut dans le modèle économique, toujours. Mais qu'il soit authentique, simple et qu'il puisse y avoir de la dégustation et un espace un peu muséographique qui fait la part belle à notre... Et ça, clairement, il te faut un peu de place, quoi. Et il faut de la place. Enfin, il faut 300 mètres carrés à peu près pour créer un parcours intérieur-extérieur. C'est pas non plus énorme. C'est pas tant que ça. Hein. En plus de la production, et voilà. Donc, au final, tu vois, tu as besoin de combien? 300 mètres plus On a 1200 mètres carrés à peu près entre la plateforme et puis la halle, parce qu'on veut créer un écosystème. Oui, j'ai compris, mais c'est pas... Ah non, c'est rien. C'est rien. En soi, enfin, tu t'attends à... 1200 mètres carrés, c'est un tout petit supermarché, quoi. Ouais. Mais qui a une production, qui a une logistique et qui a un petit espace. En termes de surface, tu vois, c'est rien du tout. C'est clair. Bon, bah écoute, tu viendras peut-être nous raconter tout ça, alors. Ah ben, bien sûr, mais on part pas... on a plein de choses. Notre ADN, elle est ici. Et notre souhait, c'est de consolider les choses. Et c'est de créer des passerelles, peu importe où on sera. Et crois-moi que Vincent et moi, on viendra vivre une expérience. Ah bah écoutez, un grand plaisir. Et je te préviens, mais même maintenant, je te préviens, Philippe, que si on ne vit pas une expérience, ça va chier pour toi. Eh bien, écoutez, on prend juste après, mais même là maintenant, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose assez rapidement, comme ça vous pourrez comparer avec l'autre expérience. Okay. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Merci Philippe. À vous en tout cas, c'était un bel échange. J'espère que j'étais clair. Très clair. Je suis très habitué, je m'en excuse. Maintenant, pour les on va passer à la dégustation de rillettes, mais ce sera hors caméra. Merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Oui, il y en a et c'est une belle aventure. Merci à vous en tout cas. Merci. À très vite.